Abonnez-vous à la chaîne et continuez à suivre des histoires réalistes et macabres, pleines de secrets qui pourraient être réels. Laissez également un commentaire disant d'où regardez-vous? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire? Votre participation est très importante et contribue à la croissance de la chaîne et à la diffusion de nouvelles histoires comme celle-ci. À bientôt pour la prochaine histoire. La villa La Leopolda se dressait sur la côte d'Azur, telle une créature trop belle pour paraître inoffensive. Vue de loin, sous le soleil du sud, elle semblait n'être qu'une demeure historique parmi d'autres, entourée de jardins impeccables, de murs de pierre claire et de sentiers sinueux menant à des terrasses dominant la Méditerranée. Mais ceux qui y travaillaient, ceux qui franchissaient ces grilles de fer à des moments non consignés dans les archives officielles, savaient que la villa recelait quelque chose que ni les photographies, ni les invitations dorées de fêtes légendaires ne laissaient paraître. Ces dernières années, la propriété était redevenue le théâtre d'événements exclusifs. Réceptions discrètes, dîners privés, réunions rassemblant des personnalités de la finance européenne, des politiciens trop retraités pour être encore surveillés. Des hommes d'affaires qui, sans jamais faire la une des journaux, contrôlaient des fortunes colossales en coulisses. Rien de tout cela ne paraissait illégal au premier abord. Rien ne laissait de traces. Claire Moreau arriva à la villa La Leopolda par un matin de printemps paisible. Elle n'était ni une invitée, ni une héritière, ni une investisseuse. Archiviste de profession, elle était spécialisée dans les inventaires historiques des propriétés privées, bénéficiant d'exonérations fiscales accordées par l'État français. Son travail consistait à cataloguer de vieux documents, des archives de construction, de rénovation et des contrats oubliés dans des coffres-forts poussiéreux. Un travail technique, presque invisible. C'est précisément pour cette raison que l'on lui posait rarement des questions. Elle franchit le portail principal, munie d'un badge temporaire et d'une fine mallette en cuir. Le chauffeur qui la déposa ne dit mot. Ce silence semblait faire partie du protocole. De l'autre côté de la cour intérieure, observant leur arrivée par une haute fenêtre, se trouvait Henri Valois. Henri n'était pas le propriétaire officiel du manoir. Juridiquement, la propriété appartenait à une société immobilière de droit luxembourgeois, possédant des succursales en Suisse et dans le sud de l'Italie. En pratique, c'était lui qui autorisait les entrées, définissait les rénovations, choisissait le personnel et décidait qui était ou non enregistré comme résident. Henri était un homme discret, aux gestes maîtrisés, toujours impeccablement vêtu, avec un sourire fugace. Son pouvoir ne résidait pas dans ses possessions, mais dans son savoir. Claire fut conduite dans une aile latérale du manoir, à l'écart des pièces principales. Le couloir embaumait la cire ancienne et les fleurs fraîchement coupées. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc, d'anciennes réceptions, des femmes en robes longues, des hommes en costume, des verres levés, des rires figés dans le temps. Sur plusieurs clichés, les visages étaient partiellement flous. Sur d'autres, certains invités n'apparaissaient qu'une seule fois, et jamais plus. Elle se mit au travail sans hâte, ouvrant des boîtes numérotées, feuilletant des plans d'architectes, analysant des contrats datant de différentes décennies. Elle remarqua bientôt de petites incohérences, des dates qui ne correspondaient pas, des signatures manquantes, des rénovations enregistrées sans autorisation municipale. Rien de scandaleux pris isolément. Mais la quantité de détails imprécis était trop importante pour être une coïncidence. Le troisième jour, il trouva quelque chose de différent. Parmi les documents récents se trouvait un vieux dossier sans étiquette. Il contenait des rapports de sécurité privée, des listes d'invités et des plans intérieurs non officiels du manoir. L'un des plans indiquait des zones non mentionnées dans les plans officiels, des couloirs souterrains, une ancienne cave à vin aménagée et des pièces sans fenêtres. Sur plusieurs pages, des noms étaient barrés à la main. À côté de certains, un seul mot, fermé, fermé. Claire ne dit rien à personne. Elle continua à travailler, mais commença à observer davantage. Des employés qui évitaient certaines questions, des portes qui restaient toujours fermées, des caméras placées sans raison apparente.
Ce soir-là, en quittant la villa, il aperçut quelque chose d'inattendu. Une voiture noire qui entrait par l'arrière, sans plaque d'immatriculation visible. Ce n'était pas celle d'un invité. C'était celle de quelqu'un qui l'attendait. Henri Valois l'observa de nouveau, cette fois depuis le jardin. Il savait que Claire n'était pas comme les autres techniciens qui venaient à la villa. Elle ne se contentait pas d'exécuter des tâches. Elle établissait des liens, et dans cette maison, il valait mieux ne pas trop en établir. La villa La Léopolda demeurait un symbole de luxe, d'histoire et d'exclusivité. Mais derrière les fêtes légendaires, derrière les sourires figés sur les photos, quelque chose restait enfoui, non seulement dans les jardins ou les couloirs souterrains, mais aussi dans les accords tacites qui s'y déroulaient. Et Claire, sans même s'en rendre compte, avait déjà franchi une ligne invisible. À l'intérieur de la villa La Léopolda, la vie suivait un rythme immuable, presque rituel. Le matin, les jardiniers arrivaient bien trop tôt pour que les touristes les voient, s'occupant des parterres géométriques comme s'ils obéissaient à un dessin invisible. L'après-midi, le personnel de nettoyage parcourait des ailes spécifiques, toujours les mêmes couloirs, toujours aux mêmes heures. Il y avait des zones éclairées et des zones neutres, et il y avait des espaces qui n'existaient tout simplement pas pour les personnes non autorisées. Claire commença à remarquer ce schéma en comparant ce qu'elle voyait avec les cartes qu'elle avait trouvées. Certains couloirs se terminaient brusquement par de faux murs. Certaines portes, bien que parfaitement alignées avec l'architecture, n'étaient jamais utilisées. Lorsqu'elle posait des questions de manière informelle, elle recevait des réponses vagues, presque apprises par cœur. La gouvernante, Madame Lefebvre, était l'exemple le plus frappant de ce contrôle silencieux. Femme d'âge indéterminé, à la posture rigide et au regard attentif, elle semblait savoir précisément où chacun devait se trouver et à quel moment. Elle n'élevait jamais la voix, ne manifestait jamais d'hostilité, mais sa seule présence suffisait à interrompre les conversations. Elle avait travaillé à la villa pendant plus de 20 ans, sous différentes administrations, sans jamais figurer dans les archives officielles, hormis dans des contrats génériques. Henri Valois apparaissait rarement, mais lorsqu'il était là, l'atmosphère changeait. Les employés se redressaient, les conversations s'interrompaient. Il arpentait les pièces comme quelqu'un qui connaissait la moindre imperfection de la maison. Il ne manifestait aucune curiosité pour le travail de Claire, mais il était toujours présent lorsqu'elle faisait une nouvelle découverte. Il ne posait jamais de questions directes. Il se contentait d'observer. Claire, pour sa part, n'était animée ni par l'héroïsme, ni par l'ambition. Elle venait d'une famille marquée par des silences de circonstances. Un grand-père disparu dans les années 1980 après s'être impliqué dans des affaires immobilières douteuses dans le sud de la France. Une mère qui avait appris très tôt que poser trop de questions coûtait cher. Devenir archiviste avait été pour elle une manière sûre d'appréhender le passé des autres sans toucher au sien. Mais la villa La Léopolda venait bouleverser cet équilibre. Le cadre accentuait le sentiment de dépaysement. La vue sur la mer contrastait avec l'atmosphère pesante du manoir. Des pièces baignées de lumière naturelle dissimulaient des caméras discrètes. Des jardins impeccables étouffaient les bruits provenant des souterrains. La nuit, le silence n'était pas total. On percevait des bruits métalliques lointains, comme des portes qui s'ouvraient et se fermaient sous terre. Les personnages secondaires commencèrent à se forger leurs propres traits de caractère. Luc Bernard, responsable de la sécurité, était un ancien militaire qui évitait de fixer les gens trop longtemps. Sa vigilance ne se limitait pas à la protection des clients, mais s'étendait aussi à la surveillance des employés. Étienne Roux, chargé de la maintenance, en savait trop pour quelqu'un de son poste. Il parlait peu, mais ses silences étaient empreints de malaise. Les éléments culturels français ont émergé naturellement. L'obsession du patrimoine historique pour justifier les privilèges fiscaux, le respect quasi aveugle de la propriété privée, la facilité avec laquelle certains noms permettaient de clore les enquêtes avant même qu'elles ne commencent. La villa existait parce que le système autorisait et protégeait son existence. Claire comprit qu'elle n'était pas la première à examiner les documents là-bas. Des traces de manipulation récentes étaient visibles sur les vieux papiers,
Des notes effacées, des agrafes remplacées. Quelqu'un révisait sans cesse le passé, comme pour préserver intact un récit précis. Et ce récit ne comportait ni erreur, ni disparition. Par un après-midi nuageux, en consultant la liste des invités d'une fête qui avait eu lieu 15 ans plus tôt, Claire découvrit 3 noms qui revenaient à plusieurs reprises lors de différents événements, puis disparaissaient de tout autre document public. Aucun acte de décès, aucune mention dans les journaux, aucune transaction financière ultérieure, un véritable vide administratif. Elle referma lentement le dossier, consciente que cette absence n'était pas fortuite. En France, les documents laissaient des traces. C'était toujours le cas. De l'autre côté du manoir, Henri Valois examinait les derniers rapports de sécurité. Il savait que Claire commençait à comprendre ce que beaucoup avant elle avaient compris trop tard. La différence, c'est que, jusqu'à présent, elle était restée dans les clous pour l'instant. La villa La Léopolda continuait de fonctionner comme toujours, belle, silencieuse, efficace. Mais plus Claire comprenait le monde qui l'entourait, plus il devenait évident que cette demeure n'était pas qu'un simple écrin de luxe. C'était un mécanisme savamment orchestré pour effacer les gens sans laisser de traces. Le changement de comportement de Claire était subtil, mais perceptible pour quiconque l'observait attentivement. Elle commença à arriver plus tôt et à partir plus tard, non par excès de zèle, mais pour profiter des moments de calme à la villa La Léopolda. Durant ces périodes, le silence autrefois agréable devenait oppressant, comme si la demeure respirait lentement autour d'elle. Le premier obstacle survint lorsque des documents disparurent. Les dossiers qu'elle avait laissés ranger la veille avaient tout simplement disparu le lendemain matin, sans avertissement, sans explication. Madame Lefebvre se contenta de l'informer que certains services avaient été réorganisés par décision administrative. Aucune signature, aucun procès-verbal. Claire a compris le message. Il continua néanmoins d'avancer. Il commença à tout mémoriser, se fiant de moins en moins aux documents écrits. Il recoupait les dates, mémorisait les noms, associait les visages de vieilles photos à des documents financiers épars. Le schéma se précisait. Après certaines fêtes, toujours confidentielles et non répertoriées, des changements importants survenaient dans les contrats de la société holding propriétaire du manoir. Transfert d'actions. Changement soudain de bénéficiaires. Et parallèlement, des personnes disparaissaient des registres publics. Le conflit prit une nouvelle tournure lorsqu'elle réalisa qu'elle était suivie jusque dans sa propre propriété. Pas ouvertement, cependant. Juste des signes subtils, des portes qui se fermaient avant son arrivée, des caméras qui pivotaient légèrement à son passage, des employés qui interrompaient leurs tâches en la voyant. Luc Bernard apparaissait avec une fréquence excessive dans les couloirs qu'elle empruntait, toujours avec la même expression neutre. Par un après-midi pluvieux, Claire décida de tester les limites. À l'aide d'un plan non officiel, il se rendit dans une aile marquée « Désactivé ». Il y découvrit une vieille porte de service camouflée derrière un panneau de bois. Elle était déverrouillée. L'ouvrant, il descendit un étroit escalier de pierre, sentant l'air se refroidir à chaque marche. En bas, rien d'illégal à proprement parler. Juste des pièces vides, des meubles recouverts de bâches, des cartons scellés. Mais l'endroit paraissait trop neuf pour avoir été abandonné. Le sol était propre, il y avait des traces de roulettes, et l'odeur métallique ne correspondait pas à celle de la vieille poussière. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, il entendit des pas à l'étage. Il ne courut pas. Il monta lentement, refermant la porte derrière lui. Henri Valois attendait dans le couloir. Il ne l'a pas confronté. Il s'est contenté de faire remarquer calmement que certaines zones de la villa ne relevaient pas de ses fonctions. Son ton était poli, presque cordial, mais le message était clair. Elle avait été vue. À partir de ce moment, les obstacles se multiplièrent. L'accès au dossier fut réduit. Son badge ne lui ouvrait plus certaines portes. Un avertissement informel lui parvint par l'intermédiaire de Madame Lefebvre. La durée de son contrat pourrait être raccourcie pour besoins administratifs. Mais le conflit le plus important ne venait pas des contraintes extérieures.
Il venait de la certitude grandissante que si elle partait sans agir, tout ce qu'elle avait découvert serait effacé. Claire commença à se demander si d'autres avant elle avaient fait de même, et ce qui leur était arrivé ensuite. Les personnages secondaires commencèrent à intervenir plus directement. Étienne Roux, le responsable de la maintenance, laissa échapper une information apparemment anodine. Certaines structures souterraines n'étaient pas répertoriées dans les archives municipales, car elles avaient été régularisées de manière informelle des décennies auparavant. Il n'en expliqua pas davantage. Il n'en avait pas besoin. La même semaine, une ancienne employée de cuisine qui figurait sur des photos de soirée des années 2000 a cessé de venir travailler. On lui a dit qu'elle avait démissionné, sans préavis, sans nouvelles. Claire a consulté les listes internes et s'est aperçue que son nom avait déjà été retiré. Le conflit central était né. Claire en savait désormais trop pour être ignorée, mais pas encore assez pour être éliminée sans risque. La villa devait décider de son sort, et Claire devait décider jusqu'où elle était prête à aller. Un soir, en repassant mentalement tout ce qu'il avait rassemblé, il comprit le véritable but de ces fêtes légendaires. Il ne s'agissait pas de simples réunions mondaines, c'étaient des moments de renégociation du pouvoir, de pactes silencieux scellés à l'abri des regards. On était invité dans ce monde, et certains n'en sortaient jamais. La villa, la Léopolda, ne tolérait pas tout le monde. Seulement ceux qui devenaient gênants. Claire était toujours à l'intérieur, et le temps jouait désormais contre elle. Au fil des jours, la villa La Léopolda se dévoila peu à peu, non comme un secret unique, mais comme un enchevêtrement de petits rouages invisibles, chacun actionnant l'autre avec une précision silencieuse. Claire comprit qu'il serait vain de tenter de tout comprendre d'un coup. Le véritable danger résidait dans ces interconnexions. L'une des intrigues secondaires est née des fêtes, non pas des plus récentes, mais de celles qui se sont déroulées durant une décennie précise, alors que le manoir était officiellement fermé pour rénovation. Les archives publiques confirmaient cette fermeture. Pourtant, des plans internes et des listes officieuses révélaient de fréquentes réunions durant cette période. Claire a alors entrepris de reconstituer ces événements à partir de fragments. Des reçus de fournisseurs, des relevés énergétiques incompatibles avec une maison vide, des contrats de transport avec des itinéraires privés. Une autre dimension est apparue dans la relation entre Henri Valois et la société holding propriétaire. Bien qu'il ne figure sur aucun document comme bénéficiaire direct, son nom était associé à des intermédiaires juridiques impliqués dans des accords internationaux sensibles. Il n'était pas simplement le gérant de la villa, il était le garant moral des accords qui y étaient conclus. En cas de problème, il serait le premier à disparaître. Ceci expliquait sa prudence et le contrôle absolu qu'il exerçait sur chaque détail. Claire commença également à voir Madame Lefebvre d'un œil nouveau. La gouvernante n'était pas qu'une employée fidèle. Elle était la mémoire vivante du manoir. Elle savait qui entrait, qui sortait et, surtout, qui n'avait jamais été officiellement enregistré. D'un bref échange de regards, Claire comprit que Lefebvre savait exactement ce qui se tramait et que sa survie dépendait de sa discrétion. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire reçut un avertissement officiel. Il ne restait que 10 jours pour terminer l'inventaire. L'échéance était non négociable. Parallèlement, des préparatifs discrets pour une nouvelle réception étaient en cours. Ce n'était pas prévu au calendrier officiel, mais les camions des fournisseurs arrivèrent de nuit et des zones auparavant inaccessibles étaient nettoyées et éclairées à nouveau. Cette coïncidence n'est pas passée inaperçue. Une intrigue personnelle s'est intensifiée lorsque Claire a découvert un lien indirect avec son passé. Un des noms barrés dans les vieux documents était lié à une entreprise impliquée dans la disparition de son grand-père. Ce n'était pas une preuve. C'était pire encore, une cohérence. La villa, d'une manière ou d'une autre, avait croisé son chemin bien avant qu'elle ne franchisse ses portes. Entre-temps, Étienne Roux se montra de plus en plus nerveux. Un matin, il laissa délibérément une porte ouverte. Il ne dit rien, mais le geste était éloquent.
Claire redescendit au niveau souterrain et atteignit cette fois une autre pièce. Elle y découvrit des chaises empilées, des marques au sol et un système de ventilation improvisé. Il n'y avait ni corps, ni instrument. Seulement des traces d'une utilisation récente et intense, un lieu qui ne laisse aucune trace. La tension montait également parmi les employés. Chuchotements, regards fuyants, absence soudaine. Un jeune agent d'entretien a démissionné en plein service. Personne n'a rien dit. Son nom a disparu de l'horaire le lendemain. Toutes ces intrigues secondaires convergeaient vers un seul point, la réception à venir. Claire comprenait que cet événement serait décisif. C'est là que les pactes seraient réaffirmés, les risques réévalués et les problèmes résolus. Elle disposait de peu de temps et d'aucune garantie de s'en sortir indemne. Chaque pas devait être calculé, chaque information devait rester secrète. La villa ne tolérait aucune improvisation. Du haut de l'hôtel particulier, Henri Valois observait les préparatifs avec une attention accrue. Il sentait que quelque chose échappait à tout contrôle. Pas forcément une menace extérieure, mais un dysfonctionnement interne. Et dans cette maison, les dysfonctionnements étaient traités avec la plus grande discrétion. La Villa La Leopolda se préparait à une nouvelle soirée de lumière, de musique discrète et de toasts silencieux. Sous cette façade élégante, des intrigues secondaires s'entremêlaient, comprimant le temps et réduisant les possibilités. Pour Claire, l'illusion de neutralité avait disparu. Chaque choix la rapprochait désormais du centre du mécanisme, où l'on excluait définitivement. La soirée de réception arriva sans annonce officielle, ni invitation, ni publicité. Pourtant, la Villa La Leopolda s'anima comme après un long sommeil. Des lumières tamisées illuminaient les jardins, des musiciens discrets jouaient sur une terrasse isolée, et le personnel s'activait avec une précision chirurgicale. Rien ne paraissait excessif, tout semblait calculé. Claire n'aurait pas dû être là. Son inventaire était quasiment terminé et sa présence ce soir-là n'était pas autorisée. Pourtant, personne ne l'empêchait de circuler librement. Cette liberté soudaine était le premier signe que quelque chose avait changé. Les invités arrivèrent par petits groupes dans des voitures différentes. Ce n'étaient ni des célébrités ni des personnalités publiques connues, des gens habitués à la discrétion, des hommes d'affaires aux accents variés, des avocats peu loquaces, des investisseurs qui observaient plus qu'ils ne parlaient. Chaque visage semblait exprimer une approbation tacite. Claire commença à noter mentalement chaque détail. Elle reconnut 2 noms de ses anciennes listes parmi les personnes présentes. Des noms qui, officiellement, n'existaient plus. Cela confirmait sa pire crainte. Disparaître de la villa ne signifiait pas mourir. Cela signifiait être réintégré au système sous une autre identité. Le tournant survint lorsqu'Henri Valois la conduisit dans une aile interdite sous prétexte de clarifier une dernière incohérence. Aucune tension ne transparaissait sur son visage. Seule une sérénité dangereuse s'y lisait. Ils redescendirent au niveau souterrain, cette fois par un ascenseur dissimulé derrière une bibliothèque mobile. L'espace qui s'offrit à eux était plus vaste que Claire ne l'avait imaginé. Une pièce spacieuse, équipée d'un système de communication sécurisé, de coffres-forts, d'armoires métalliques et d'une table centrale marquée de vieilles griffures. Ce n'était pas une salle de torture, c'était un centre de décision. Henri n'a rien nié. Il expliqua en quelques mots que la villa avait servi pendant des décennies de terrain neutre pour des accords impossibles à conclure dans les instances officielles. Là, les réputations étaient démantelées, les fortunes redistribuées, les identités reconstruites. Ces disparitions n'étaient pas des accidents, mais des solutions. Les personnes trop influentes, celles qui commettaient des erreurs ou celles qui devenaient des obstacles, étaient écartées de la scène publique et repositionnées, lorsque cela s'avérait utile, ou tout simplement effacées. Le choc ne venait pas de la révélation elle-même, mais du détail final. Henri révéla que Claire n'avait pas été choisie au hasard. Son histoire familiale avait été analysée. La disparition de son grand-père était liée à un accord à l'amiable qui avait échoué, conclu sur place des décennies auparavant.
La procédure de succession n'était pas qu'une simple obligation légale. C'était une épreuve. Elle était sous observation depuis le premier jour. Cette révélation a tout changé. Claire, autrefois une menace potentielle, est devenue un atout stratégique. Henri devait choisir entre l'intégrer au système ou la neutraliser. Quant à elle, elle devait décider si elle acceptait la logique de la villa ou tentait de dévoiler quelque chose qui, jusqu'alors, était resté insoupçonné. La conversation fut interrompue par une alerte du système interne. Un des invités avait été identifié comme présentant un risque. Il s'agissait d'un investisseur qui menaçait de rompre un accord récent. Une solution devait être trouvée immédiatement. Henri observa Claire quelques secondes, analysant sa réaction. Il ne demanda pas d'aide. Il ne fit aucune proposition explicite. Il lui laissa simplement l'espace nécessaire pour comprendre comment les choses fonctionnaient réellement. L'investisseur fut conduit dans une pièce voisine. Aucune violence n'était visible. Juste un contrat déchiré, un téléphone détruit et une identité effacée en temps réel. En quelques heures, cet homme cesserait d'exister pour le monde qu'il connaissait. Claire comprit avec une lucidité effrayante que le véritable pouvoir de la villa ne résidait pas dans la mort, mais dans son contrôle absolu sur la survie des individus. Vivre ou mourir n'avait plus d'importance. Seule comptait la reconnaissance. De retour à la surface, la fête reprit son cours. Les verres tintaient, les conversations allaient bon train et la musique continuait de résonner doucement. Personne ne semblait affecté par ce qui se passait sous terre. Pour Claire, plus rien ne serait jamais comme avant. Elle connaissait désormais toute la vérité, et cette vérité la plaçait face à un choix qui allait changer le cours de l'histoire, non seulement celui de la villa, mais aussi sa propre existence. Après la soirée de réception, la villa La Leopolda s'installa dans un calme calculé, non pas le silence habituel, mais une pause stratégique, comme si les rouages internes se réajustaient. Le personnel reprit ses activités avec une précision accrue. Aucune question ne fut posée, aucune information ne circula au-delà du strict nécessaire. Claire a commencé à être traitée différemment. Son accès fut partiellement rétabli. Des portes qui avaient été bloquées se rouvrirent. Madame Lefebvre la salua d'un léger hochement de tête, un geste minimal, mais chargé de reconnaissance. Ce n'était pas de la confiance, c'était une acceptation provisoire. La réaction la plus visible vint d'Henri Valois. Il cessa de l'observer de loin et commença à l'associer aux décisions mineures. Examen des archives, analyse des risques documentaires, identification des incohérences historiques susceptibles de compromettre le récit officiel de la villa. Il n'y eut ni nouveau contrat, ni proposition formelle. L'intégration se fit dans les faits. Ce changement modifia l'équilibre au sein du personnel. Luc Bernard intensifia sa surveillance, désormais moins sur Claire et plus autour d'elle. Étienne Roux évitait le contact direct, mais continuait de laisser de petites ouvertures, comme s'il voulait compenser quelque chose qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Les conséquences de la neutralisation de l'investisseur se sont rapidement fait sentir. Les médias financiers ont évoqué sa retraite inattendue. Les entreprises qui lui étaient liées ont subi des restructurations brutales. Aucune enquête n'a progressé au-delà des apparences. Villa a continué d'agir, comme prévu. Claire réagit avec pragmatisme. Elle mémorisa mentalement chaque procédure observée, chaque faille du système. Elle ne manifesta ni indignation, ni acceptation totale. Elle apprit. Cet apprentissage en soi constituait déjà une conséquence dangereuse. Sur le plan interne, la relation entre elle et Henri se complexifia. Il la testait en lui fournissant des informations incomplètes, cherchant à évaluer ses déductions. En réponse, Claire choisissait avec soin ce qu'elle révélait. Ils savaient tous deux que cet équilibre était temporaire. La pression s'est accrue lorsqu'un des invités de la réception les a contactés pour demander des garanties supplémentaires. Cela témoignait d'une certaine instabilité. Les accords étaient en cours de réévaluation, et chaque réévaluation impliquait des sacrifices. Dans ce contexte, une conséquence inattendue survint. Madame Lefebvre avait commis une erreur. Un ancien nom était réapparu dans un registre qui aurait dû rester effacé.
Claire s'en aperçut aussitôt. Henri aussi. Il n'y eut pas de confrontation, juste une substitution silencieuse. Le lendemain, Lefebvre n'était plus à la villa. On dit qu'elle avait pris sa retraite. Sa chambre fut vidée en quelques heures. La réaction des employés était claire. Personne n'était intouchable. Cet événement a redéfini les limites pour Claire. Elle a compris que sa proximité avec le centre décisionnel ne la mettait pas à l'abri. Elle la rendait visible. Et la visibilité, dans cette maison, était synonyme d'instabilité. Les jours suivants, Claire adopta une approche plus stratégique. Elle créa des redondances mentales, associa les informations à de multiples contextes et planifia des plans d'évasion indépendants des documents officiels. Sa réaction ne fut pas la fuite immédiate, mais la préparation. Henri remarqua le changement. Au cours d'une brève conversation, il lui laissa entendre qu'elle pourrait avoir un avenir prometteur si elle acceptait officiellement un poste au sein de l'entreprise. Il ne parla pas de menaces. Ce n'était pas nécessaire. L'absence d'alternative était évidente. Parallèlement, des signes extérieurs ont commencé à apparaître. Un journaliste d'investigation français a demandé l'accès à des documents historiques relatifs à la villa. Sa demande a été rapidement rejetée, mais l'existence même de ces documents indiquait que la situation commençait à dégénérer. La conséquence ultime de ce tournant ne fut pas une confrontation directe, mais un état de tension permanente. La villa La Leopolda continua de fonctionner, mais avec une variable imprévisible désormais intégrée au système. Claire n'était plus une simple observatrice. Elle était devenue partie intégrante du problème ou de la solution. Et la décision suivante, qu'elle soit la sienne ou celle d'Henri, ne permettrait aucun compromis. L'adaptation de Claire à son nouveau rôle, à la villa La Leopolda, ne fut ni immédiate ni facile. Elle comprit rapidement que survivre là-bas exigeait bien plus que de simples compétences techniques. Il lui fallait une fine compréhension des gens, l'anticipation des risques et surtout une maîtrise absolue de ses émotions. Manifester des doutes était dangereux. Faire preuve d'enthousiasme plus encore. Son premier véritable défi survint lorsqu'Henri Valois lui confia l'examen d'un ancien dossier relatif à un accord signé, avant même sa prise de fonction, à la tête de la villa. Il ne s'agissait pas d'une simple tâche administrative. Le dossier présentait de graves irrégularités, des lacunes temporelles, des signatures inexistantes, des identités qui se chevauchaient. Si ces éléments étaient révélés, ils risquaient de compromettre toute la logique de neutralité qui sous-tendait la villa. Claire ne cherchait pas à corriger le passé. Elle avait compris que, dans ce système, le passé n'était pas réparé, mais réécrit. Au lieu d'effacer les erreurs, elle créait des versions parallèles cohérentes, capables d'absorber les questions extérieures sans dévoiler la véritable nature des événements. Ce fut un progrès silencieux, mais décisif. Henri le remarqua. Ce moment a marqué sa première réussite concrète. Elle a cessé de réagir au système et a commencé à le maîtriser. Parallèlement, Claire commença à tisser son propre réseau informel au sein de la demeure. Non par des alliances formelles, mais par de petits gestes calculés. Un emploi du temps organisé pour Étienne Roux, une omission opportune dans un rapport de sécurité qui épargna à Luc Bernard une erreur mineure. Rien qui n'engendre de dette directe, mais suffisamment pour instaurer des dépendances subtiles. Sa maturité se manifestait aussi dans sa gestion de la pression. Lorsqu'il apprit que le journaliste d'investigation insistait sur de nouvelles demandes, Claire anticipa la manœuvre. Elle prépara un ensemble de documents partiellement véridiques destinés à satisfaire la curiosité du public sans aborder les véritables accords. La stratégie fut adoptée sans modification. Pour la première fois, une décision venait d'elle. Le défi suivant était plus personnel. Un nom revenait sans cesse dans ses pensées, celui de son grand-père. En explorant plus en profondeur les archives auxquelles elle avait désormais accès, Claire confirma qu'il n'avait été ni éliminé ni réduit au silence. Il avait été intégré, puis écarté car son comportement était devenu imprévisible. Cette découverte ne la déstabilisa pas. Au contraire, elle lui apporta la clarté. La villa n'avait pas détruit par vengeance, mais par souci d'efficacité.
Cette prise de conscience a permis une évolution émotionnelle dangereuse. Claire a cessé de rechercher la justice. Elle a commencé à rechercher le contrôle. Henri Valois commença à la considérer comme une successeur potentielle. Sans le dire ouvertement, il l'associa aux réunions les plus sensibles, lui permit d'assister à des renégociations délicates et, dans un geste calculé, lui confia une erreur passée, une concession excessive qui avait failli lui coûter son poste. C'était une épreuve de confiance. Claire resta silencieuse. Elle n'approfondit pas l'information. Elle ne l'utilisa pas. Cette maîtrise de soi consolida sa position. De nouveaux défis se sont toutefois présentés. Un ancien partenaire de la villa a menacé de rompre le pacte de neutralité, exigeant des garanties impossibles à obtenir. La solution traditionnelle aurait impliqué la disparition pure et simple de la personne concernée. Claire a proposé une alternative, une relocalisation stratégique, une perte d'influence progressive et un isolement financier. Plus lente et plus risquée, cette solution permettait d'éviter les répercussions extérieures. La proposition a été acceptée. Le succès de cette opération a marqué l'apogée de son évolution professionnelle. Claire a prouvé qu'elle pouvait innover sans déstabiliser le système et minimiser les dégâts sans compromettre la confidentialité. Mais ce dépassement avait un prix invisible. À chaque décision judicieuse, elle s'éloignait un peu plus de celle qu'elle était à son arrivée à la villa. Non par corruption manifeste, mais par adaptation. Le danger ne venait plus de l'extérieur, mais de la facilité avec laquelle elle acceptait ce rôle. Au terme de ce cycle, Claire prit conscience d'une chose essentielle. Elle n'avait plus besoin de la protection d'Henri Valois. Sa valeur était désormais établie. Et lorsqu'une personne devient indispensable dans un système conçu pour se débarrasser des individus, la phase suivante n'est jamais facile. La stabilité que Claire avait instaurée à la Villa La Leopolda fut plus éphémère que prévu. Ce genre de système ne supporte pas les doubles centres de gravité. Plus elle devenait indispensable, plus il devenait évident que la structure devrait se réajuster, et tout réajustement impliquait des ruptures. Le premier signe venait de l'extérieur. La Commission financière européenne a demandé l'accès aux documents relatifs à la société holding propriétaire de la villa. La demande, formelle, s'appuyait sur de nouvelles directives en matière de transparence. Il ne s'agissait pas d'une enquête directe, mais elle créait un dangereux précédent. Henri Valois a réagi avec son calme habituel, mais Claire a perçu la faille. Pour la première fois, il n'a pas su répondre immédiatement. Les intrigues secondaires se sont enchaînées comme une réaction en chaîne. L'ancien associé, désormais isolé financièrement, a cessé de représenter une menace. Le journaliste d'investigation a publié un article anodin, basé sur des documents confidentiels, et a perdu l'intérêt du public. D'autres employés instables ont été mutés ou licenciés sans incident. Le système se réorganisait pour faire face à un problème plus important. Parallèlement, Claire commença à élaborer son propre plan de secours. Elle récapitula mentalement les itinéraires, les codes d'accès et les contacts indirects à l'extérieur de la villa. Il ne s'agissait pas de plans d'évasion classiques, mais de plans de survie institutionnelle. Si la situation dégénérait, elle devait décider de quel côté elle se rangerait et comment rester utile. Henri, de son côté, a discrètement pris des mesures pour se protéger. Il a délégué des responsabilités, réduit ses contacts directs et renoué avec d'anciens partenaires. Cela n'est pas passé inaperçu. Claire a compris qu'il se préparait à un éventuel départ, volontaire ou forcé. Les tensions atteignirent un point critique lorsque Luc Bernard détecta une faille dans le système de surveillance souterrain. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement technique. Quelqu'un avait accédé à des zones interdites sans autorisation. Les soupçons se portèrent sur les employés, mais aucune preuve ne fut trouvée. Claire savait que ce genre de défaillance était rarement accidentel. C'était un test ou un avertissement. Peu après, Étienne Roux disparut toute la nuit. Il revint travailler le lendemain matin sans donner d'explication. Son attitude avait changé, moins nerveux, plus résigné.
Claire comprit le message. Quelqu'un était intervenu. Les dernières intrigues secondaires se sont conclues lorsque Madame Lefebvre est réapparue une seule fois, à l'extérieur des grilles, pour remettre une enveloppe anonyme au gardien. Son contenu n'a jamais été évoqué, mais après cela, un ensemble de vieux documents a été définitivement scellé. Le passé était scellé, du moins officiellement. Alors que tout semblait sous contrôle, les préparatifs pour le dénouement se concentraient sur une décision inévitable. Qui prendrait la tête de la villa face aux nouvelles pressions extérieures? Henri convoqua Claire pour une dernière conversation. Il ne fit aucune proposition claire. Il se contenta d'esquisser des scénarios. Dans l'un, il resterait, et elle deviendrait la pièce maîtresse opérationnelle. Dans l'autre, il partirait, et elle assumerait le maximum de risques. Aucun des deux scénarios n'envisageait la neutralité. La tension montait non pas par l'imminence de l'action, mais par l'urgence. Chaque pas était mesuré, chaque silence calculé. La villa, la Léopolda, semblait respirer différemment, comme avant les grandes réceptions. Mais désormais, ni musique ni invité ne viendraient masquer ce qui allait se produire. Claire comprit que le point culminant ne serait ni une confrontation physique, ni une démonstration publique spectaculaire. Il s'agirait d'un choix stratégique, susceptible de redéfinir qui contrôlait le mécanisme et qui serait éliminé pour le préserver. Le temps pressait, et une fois la décision prise, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le point culminant n'a pas commencé par des alarmes, des cris ou des confrontations visibles. Il a commencé par un courriel. La Commission financière européenne a officiellement notifié à la holding propriétaire de la villa La Léopolda l'ouverture d'un audit approfondi, assorti de délais très courts et de l'obligation de la présence physique des représentants légaux. Pour la première fois depuis des décennies, ce mécanisme ne permettra pas d'effacer discrètement toute trace de l'incident. Henri Valois reçut la notification en silence. Claire était à ses côtés lorsqu'il l'a lue. Ils n'échangèrent aucun regard. Ils savaient tous deux que c'était le point de non-retour. Il fallait agir immédiatement. Henri a activé le protocole de confinement maximal, suspension des accès, gel des fichiers secondaires, redistribution des responsabilités. La villa est passée en mode défensif. Les employés ont reçu pour consigne de se comporter comme si de rien n'était. Retour à la normale absolue. Claire, à son tour, a exécuté le mouvement qu'elle préparait depuis des semaines. Grâce à un accès dont elle seule maîtrisait pleinement les rouages, elle a créé une couche parallèle de documentation, non pas fausse, mais sélectivement vraie. Un ensemble de documents capables de satisfaire aux exigences de l'audit, pointant du doigt les responsabilités concentrées et protégeant le cœur même de la structure de la villa. C'était une opération chirurgicale. La moindre erreur aurait tout révélé. Le tournant s'est produit lorsqu'Henri a pris conscience de la véritable ampleur de cet acte. Claire ne se contentait pas de protéger la villa. Elle redéfinissait qui était considéré comme sacrifiable. Les documents désignaient comme responsables, d'un point de vue historique, des intermédiaires déjà licenciés, d'anciens dirigeants et d'entités dissoutes. Mais, de manière subtile et inéluctable, ils présentaient Henri Valois comme le dernier maillon opérationnel conscient. Non pas comme un criminel déclaré, mais comme une figure centrale, incontournable. Henri tenta d'intervenir, non par des menaces, mais par son autorité. Il ordonna le blocage du processus. Claire a refusé. Ce fut le seul moment où leur maîtrise de leurs émotions vacilla. Il n'y eut pas de longue dispute, juste la prise de conscience mutuelle que l'équilibre était rompu. Henri comprit trop tard que Claire avait appris trop vite, que son évolution n'avait pas fait d'elle une successeur obéissante, mais une stratège autonome, et que le système qu'il avait contribué à maintenir fonctionnait désormais à merveille contre lui. L'action finale s'est déroulée lors de la première visite de la Commission en France. Tandis que les auditeurs examinaient les documents préparés, Claire a déclenché le dernier ajustement. Une réorientation de la gouvernance, juridique, technique, irréversible.
La holding s'est ainsi dotée d'un nouvel axe de décision indirecte, invisible à quiconque n'en connaissait pas intimement la structure. Henri Valois quitte la Villa La Leopolda le soir même. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'escorte, juste une sortie discrète, comme tant d'autres qui s'étaient produites là-bas au fil des ans. Le lendemain, son nom a disparu des communications internes. Il n'a pas été effacé, il a été neutralisé, il est devenu sans importance. Le point culminant fut atteint lorsque l'audit s'acheva sans aucun scandale public. La villa conserva ses privilèges historiques, rectifia son récit et préserva son rôle discret sur la scène européenne. Mais rien n'était exactement comme avant. Claire est restée. Sa transformation ne se manifestait pas par de grands gestes, mais par l'absence d'hésitation. Elle comprenait désormais parfaitement le mécanisme et savait comment l'actionner sans se dévoiler. Non par loyauté envers la villa, mais par maîtrise. Le manoir demeurait magnifique, intact, impénétrable. Les fêtes reprendraient, les pactes seraient renouvelés. Les gens continueraient de disparaître des registres. La différence était simple et définitive. C'est désormais Claire qui décidait qui restait visible. L'audit conclut, Villa La Leopolda entrait officiellement dans un nouveau cycle. Aucune célébration, aucun signe visible de changement. Cette absence de réaction confirmait en soi que le système continuait de fonctionner comme prévu. Claire a pris ses fonctions sans annonce officielle. Aucun nouveau titre n'a été créé. Aucune signature publique n'a été apposée. Pourtant, les décisions passaient par elle avant d'être définitives. Les rapports étaient modifiés selon ses instructions. La communication avec les entités extérieures suivait des voies qu'elle seule connaissait parfaitement. Le personnel s'est rapidement adapté. Luc Bernard est resté responsable de la sécurité avec des directives plus strictes et une marge de manœuvre réduite. Étienne Roux a conservé la responsabilité des infrastructures souterraines, mais sous une supervision indirecte. Sa loyauté n'a pas été mise en doute. Elle était contrôlée, comme tout le reste dans cette maison. Le sort d'Henri Valois demeura incertain un temps. Aucun document officiel n'indiquait sa chute, mais son influence déclina rapidement. Ceux qui le recherchaient autrefois commencèrent à l'éviter. Ses anciens contacts devinrent injoignables. Il ne fut pas explicitement puni, il fut simplement exclu du système même qui donnait sens à son pouvoir. Les conséquences se sont fait sentir bien au-delà du manoir. La société holding propriétaire a commencé à agir avec une discrétion accrue. Les accords ont été revus, les clauses renforcées, les risques redistribués. Le monde extérieur n'aperçut que des changements administratifs mineurs, insuffisants pour attirer l'attention du public. Pour Claire, le changement le plus significatif était intérieur et silencieux. La jeune archiviste arrivée à la villa dans le seul but d'honorer un contrat avait disparu. À sa place se tenait une personne capable de gérer les absences, les identités fluctuantes et les décisions irréversibles sans avoir à les justifier. Elle ne se faisait pas d'illusions sur l'idée d'un contrôle absolu. Elle savait que le système lui survivrait, comme il avait survécu à tous avant elle. Son but n'était pas l'éternité, mais un équilibre temporaire. À la Villa La Leopolda, c'était le maximum que l'on pouvait espérer. Le passé de sa famille n'était plus une plaie ouverte. Il n'y avait pas de rédemption possible, seulement la compréhension. Son grand-père en avait été une partie. Henri en avait été une autre. À présent, elle occupait cette place, consciente qu'un jour, elle aussi pourrait être remplacée. Tandis que Claire flânait dans les jardins au crépuscule, elle contemplait le reflet doré du soleil sur la mer. Le manoir demeurait immobile, imposant, indifférent aux histoires qu'il avait absorbées. Le luxe, le silence et l'absence restaient ses véritables fondements. La Villa La Leopolda demeura un lieu où des fêtes légendaires dissimulèrent des pactes, des trahisons et des disparitions. La différence, c'est que désormais, plus personne ne croyait au hasard. Des années plus tard, une nouvelle archiviste franchit les portes de la Villa La Leopolda, un mince dossier à la main et un contrat temporaire. Elle fut accueillie avec courtoisie, des instructions claires et un silence absolu.
Dans un bureau discret, Claire Moreau observait de loin sans avoir été présentée. Son nom ne figurait sur aucune plaque ni sur aucun document visible. Pourtant, rien ne se passait là-bas sans son implication. Ce soir-là, une fête fut annoncée. Les jardins s'illuminèrent à nouveau. Et parmi les invités, quelqu'un a commencé à disparaître des registres. Des histoires comme celle de la Villa La Leopolda nous amènent à nous interroger sur les liens étroits qui unissent luxe, pouvoir et silence. Combien de décisions sont prises à l'abri des regards? Combien de personnes disparaissent, non pas du monde, mais des archives? Si cette histoire a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une gêne, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que de tels endroits existent réellement? Ou préférez-vous croire qu'il s'agit simplement d'une fiction bien construite? Si vous appréciez les histoires réalistes et macabres, inspirées de secrets qui pourraient être réels, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. Votre participation contribue à la pérennité de ces histoires.